Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27. Cet épisode, malheureusement, je vais devoir le faire en deux, donc ça sera le 27 et le 28, parce que c'est les données. Et les données, j'ai été surpris, c'est assez conséquent. Donc du coup, j'ai dû faire en deux épisodes, qui sont assez lourds quand même, mais je veux pas non plus vous faire des épisodes d'une demi-heure, comme YouTube le prévoit, parce que sinon, on finira à l'épisode 40 et j'ai pas envie de faire ça. Déjà parce que c'est pour vous, hein, ça devient un peu long. Voilà, donc les données. Les données, ça concerne quoi? Les données, c'est tout ce qui va être piloté par une stratégie pour justement piloter les stratégies et les positions sur le marché. Donc c'est vraiment super important. Vous avez le robot qui est un ensemble de fonctions qu'on a vu jusqu'à présent. On a aussi la stratégie qui va être ici et on pourrait en avoir plusieurs. Et la petite chose qui va entre les deux ici et qui est extrêmement important, eh bien c'est justement tout ce qui est données. Donc les données, c'est quelque chose qui est commun à toutes les stratégies. C'est vraiment un modèle, un module commun. Ça veut dire que si vous avez X stratégies derrière ici, chaque stratégie aura son bloc de données, mais qui sera identique. Ça veut dire que vous aurez uniquement à changer la stratégie. Si vous avez par exemple, imaginons que là c'est une stratégie à deux moyennes mobiles, là c'est le RSI, là c'est une stratégie sur le MACD, là vous avez le STO, enfin bon, tout un ensemble de différentes techniques. Chaque stratégie est très particulière puisqu'il pilote ses propres indicateurs. Par contre, les données ici, ça sera les mêmes choses. Et justement, j'ai voulu faire quelque chose de cohérent pour que un maximum de choses dans le robot soient vraiment identiques pour tout le monde. Et après, vous avez juste ce qu'on va voir dans les épisodes suivants, donc le 29 et le 30, où là, vraiment, on va faire une stratégie qui sera dédiée à son truc. Donc avant d'attaquer le codage, n'oubliez pas hein, toujours le pouce, l'abonnement, le like, parce que vous êtes très content et je fais du taf quand même, allez-y. Bref, nous on se voit tout de suite là devant les écrans, je vais essayer de faire un maximum de choses. Donc bon courage, la vidéo est assez longue, j'essaie d'être court, hein, je vous promets, j'essaie d'être court mais j'y arrive pas. Je veux vraiment vous donner le maximum d'informations et ça prend du temps. Allez, on se met tout de suite devant les écrans. Bon, donc nous voilà devant l'écran. Regardez déjà tout ce qu'on a fait. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, vraiment bravo. Écoutez, on va continuer, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc on va créer la classe données qui va globaliser l'ensemble des données communes à toutes les stratégies qu'on va pouvoir faire après. Donc vous connaissez le truc, on fait fichier, on fait nouveau fichier, on fait une classe, donc voilà, nouvelle classe, on va l'appeler ces données, on va le mettre dans Darwin, ici, voilà, on fait entrer, et nous voilà avec notre nouvelle classe de données. Alors, première chose, vous savez qu'on va tout effacer, mais bon, vous êtes au courant maintenant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais déjà commencer par le commentaire. Donc, à quoi va servir ce fichier? À quoi va servir cette classe? Cette classe va servir déjà à créer un groupe de paramètres pour une détection. La stratégie, elle ne fait que les détections. Et après, le robot fait tout le reste. On va donc du coup affecter des données ou des paramètres pour une détection et on va aussi gérer des positions. En fait, on va lier tout simplement les informations que nous donne la stratégie avec les informations du marché et tout ça au même endroit pour pouvoir manipuler et faire tout ce qu'on veut faire avec. Avec ça, on va sauvegarder dans un fichier quand on va faire une coupure du robot et un réallumage. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que normalement, on ne perdra rien de ce que le robot a en traitement actuel. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça que dans le config, on va configurer la classe avec un nom de stratégie. Voilà, parce qu'en fait, ça sera lié à une stratégie. Donc, on va lui donner un nom. Ensuite, on va utiliser dans quelle période la stratégie travaille, au cas où vous voulez faire des stratégies sur d'autres périodes que celles où le robot travaille. Et puis, on va lui dire aussi un nom de répertoire, là où les données de la stratégie seront enregistrées si on ferme le robot et si on le rallume. Étant donné qu'on va avoir un répertoire, il va falloir qu'on ait l'information pour, vous savez, quand on lance le robot, il y a un petit message qui s'affiche pour dire si telle ou telle classe est OK ou KO. En fait, on va récupérer l'état. Donc, on va récupérer l'état de cette configuration par le biais de config OK, comme on a fait pour les logs et pour les paramètres.
Alors, étant donné qu'on n'a plus de constructeurs, vous savez qu'on les a virés parce que ça nous posait des petits problèmes, mais bon, là c'est parce que moi j'ai défini des classes qui sont statiques, hein. Normalement, les constructeurs et destructeurs, ça fonctionne très très bien, hein. Mais bon, là, je n'ai pas de constructeur ni de destructeur. Ça veut dire qu'à la fin du robot, quand je le ferme, il va falloir que je traite différents traitements particuliers, entre autres pour sauvegarder les données. Donc ça, je le ferai dans une requête, dans une fonction qui s'appelle fin. Voilà. C'est pour juste tout terminer proprement. Après, les données, on va avoir deux manières de les renseigner. D'une part, il y a tout ce que va fournir la stratégie, par exemple toutes les données de détection, on va falloir qu'on les enregistre dans les données ici. Et la deuxième partie, c'est le ticket, enfin la position. La position a des paramètres à ses propres données. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai mis que le ticket, mais on pourrait mettre beaucoup d'autres informations dans les données si on veut vraiment étoffer les stratégies ou les rendre beaucoup plus complexes. Donc j'ai mis cette data pour enregistrer les données venant de la stratégie, et la deuxième partie, c'est set ticket, donc qui va juste récupérer le nom, le numéro de ticket de la position et nous l'envoyer pour qu'on puisse l'enregistrer à une détection. Comme ça, on aura vraiment un ensemble cohérent et on pourra, avec ça, soit travailler avec ce que la stratégie connaît ou travailler avec ce que la position connaît. Après, pour des besoins éventuellement d'affichage ou de log, par exemple, on va récupérer le nom de la stratégie. Pourquoi? Parce que normalement, tel qu'on est parti, c'est un robot, une stratégie. Voilà, on n'a pas à s'embêter. Mais j'essaie de voir plus loin. On pourrait avoir un robot qui travaille avec plusieurs stratégies. Donc chaque stratégie a ses données, et une donnée est liée avec une position. Et si nous, on a une position qui est ouverte, on peut du coup envoyer pour savoir quelle est la stratégie, les données qui vont avec cette position. Bah, du coup, on pourra aussi récupérer le nom de la stratégie qui a déclenché cette position. Ça, c'est très intéressant. Dans cette classe, on va gérer un tableau de données qui va vivre au fur et à mesure qu'on aura des nouvelles détections ou des nouvelles informations à enregistrer. Donc pour ça, je vais faire une fonction qui sera appelée dès qu'on aura une détection valide et qui va nous permettre en fait de créer un nouvel enregistrement, une nouvelle zone de données dans laquelle on pourra enregistrer toutes nos données. Ensuite, jusqu'à présent, on a vu donc avec ça comment créer une nouvelle information, un nouveau bloc de données. Il y a maintenant deux façons de virer ce genre de choses. Soit on le fait parce qu'on va gérer des coupures de position, donc on va appeler une fonction pour couper les positions et puisque la position sera coupée, on nettoiera au fur et à mesure le tableau. Et une autre partie, je ne sais pas comment on va gérer après, mais possibilité de pouvoir supprimer directement un groupe de données. C'est-à-dire que le robot pourra faire différents traitements, ou bien, par exemple, si une détection n'a pas bien démarré ou n'a pas été effectuée correctement par le courtier, à ce moment-là, on pourra dire, bah, écoute, les données de cette position qui n'a pas été, enfin, qui n'est pas existante, avant même qu'elle existe, elle n'a pas marché, du coup, je la vire. Donc, deux façons de nettoyer toutes les données. Donc la première, on va couper des positions, donc ça veut dire que c'est la classe qui va traiter tout ça, qui va gérer. Et la seconde, bah, c'est carrément, on envoie directement une fonction en disant, bah, écoute, tu nettoies cette détection-là. Alors on la passera avec un numéro de détection, puisqu'en fait ça veut dire que le ticket n'est pas existant. Et du coup, ça va virer les données un peu polluées ou polluantes, en tout cas, pour éviter qu'on ait un tableau avec des informations mornées et qui polluent le tableau. Donc c'est important de nettoyer au fur et à mesure. Voilà pour toutes les fonctions qu'on va faire. Vous voyez que c'est assez conséquent. Alors elles sont petites, mais elles sont nombreuses. Ensuite, on va voir un petit mode d'emploi, toujours pareil, hein, très succinct, c'est juste pour se rappeler après comment ça fonctionne. Donc au lancement, bon, je vous apprends rien, on va lancer config avec tous les paramètres. Et ensuite, au fil de l'eau, cycliquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les fonctions de nettoyage de détection pour justement éviter au cas où on a des détections qui n'ont pas été démarrées en position. Et puis les coupures des positions parce que va falloir qu'on gère et qu'on revérifie si une position a disparu. Et si elle a disparu, il faudra forcément virer les données qui lui étaient associées. Voilà pour toute la partie documentaire. On pourra en mettre plus, hein, mais pour l'instant on va faire que ça. Maintenant, on va passer à la classe. Alors, vous savez, hein, pas de chichi, je vire tout. Donc, la classe, elle s'appelle C données. Je vous rappelle encore une fois, mais le C devant, c'est juste pour dire que c'est une classe, dans les règles de nommage que j'ai. Dans la partie private, il y a les données et les fonctions. Pour l'instant, je mets rien, hein.
Et dans la partie publique, pareil, il y a des fonctions. J'ai pas de données, donc ça devrait être assez tranquille. Voilà. Et bien écoutez, maintenant on va faire tous les prototypages des différentes fonctions qu'on va manipuler dans cette classe. Alors on va commencer par la fonction, la toute première, hein, celle qu'on appelle config. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait avec les autres classes, hein. On va lui passer le nom de la stratégie, qu'on va lier du coup avec ces données. Ensuite, on lui rentre la période. Alors la période, c'est vraiment optionnel. Dans le robot tel que je vais vous le livrer à la fin, tel qu'il fonctionnera, le robot travaillera sur sa propre période. Voilà. Je ne veux pas non plus complexifier tout. Par contre, vous pouvez éventuellement, après, vous projeter et faire un robot qui aura une stratégie. Par exemple, vous avez le robot qui travaille sur du H1 et une stratégie qui travaille sur du M15, du M30, du H4, pourquoi pas. Ça pose aucun problème. Avec cette information-là, vous aurez des informations cohérentes. Et puis, bien sûr, la chaîne de caractères qui contient le nom du répertoire dans lequel on va stocker les données, on va les lire après quand on va rallumer le robot. Alors, ce qui va avec cette fonction, c'est la fonction qui permet de savoir si la configuration est bien faite. Alors, vous savez, on a déjà vu ça dans les logs et dans les paramètres, que si, je vais avoir une variable locale que je vais appeler filename, donc le nom de fichier, et si c'est différent de vide, ça veut dire que j'aurai effectivement contrôlé l'ensemble des données et que j'aurai validé le contenu, donc ça veut dire que la configuration pour cette classe sera correcte. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en profiter pour rajouter la donnée privée ici. Ensuite, quand on va arrêter le robot, il y a la fameuse fonction qui va terminer correctement et qui va enregistrer toutes les données de ce tableau-là, de cette information, dans un fichier particulier. Une fonction qu'on appellera fin, voilà, qui sera appelée tout bêtement vers le onDayInit, dans cette fonction globale, là où on appelle toutes les fonctions qui terminent les différents traitements. Ensuite, on a deux fonctions pour enregistrer des données. Donc on a le setData qui retourne un booléen, pour vérifier si effectivement le traitement s'est bien passé quand même, dans lequel on a donc le numéro de la détection, parce qu'à chaque détection et à chaque enregistrement, ça sera lié avec un numéro unique de détection. Et puis, vous savez, on a la fameuse structure de la stratégie qui contient toutes les données de détection d'une stratégie, d'une opportunité. Et donc c'est ça qu'on va passer pour que ce soit enregistré. Vous savez que le et là, le et commercial ici, c'est pour indiquer que c'est une adresse, c'est pas l'ensemble de la donnée, hein, c'est pour les passages de paramètres par adresse. L'autre information qu'on va pouvoir enregistrer, c'est le setTicket. Alors pareil, je retourne un booléen pour vérifier si le traitement s'est bien passé. Alors, qu'est-ce que va faire ce booléen? Tout simplement, avec le numéro ici de détection que l'on passe, d'ailleurs je vais faire ça, hop, c'est mieux. Donc avec le numéro ici de détection, il peut ne pas exister. Voilà, je peux m'être gouré, le code peut faire des conneries, et on peut avoir un numéro qui n'est pas un numéro existant dans mon tableau de données. Du coup, quand ça sera ça, forcément là, je retournerai faux. Et donc ici, on va passer le numéro de la détection du tableau, donc, et puis le numéro du ticket qui sera forcément celui qui vient du marché. Ensuite, on a, après les fonctions d'enregistrement de données, on a des fonctions de lecture de données, dans lesquelles on a le getNomStratégie, qui va nous retourner, alors très simplement, le nom qu'on aura enregistré ici dans la partie config. D'ailleurs, j'en profite, je vais créer la variable locale. D'ailleurs, je m'étais gouré tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, voilà, hein, vous avez compris, non, filename et non stratégie, voilà, c'est pas très grave. Voilà, je m'étais un peu inversé entre celui-ci et celui-ci. Ensuite, une autre information, alors celle-là est très importante, c'est qu'on va devoir créer une nouvelle détection. Quand la stratégie détecte une nouvelle opportunité, première chose à faire, on va lui dire get new detection. Donne-moi, prépare-moi une zone de données dans laquelle je vais pouvoir enregistrer toutes les informations. Donc on lui fait ça, lui va tambouiller dans son tableau et il va nous récupérer un indice qui va nous retourner ici. Et ce numéro sera unique et c'est lui qu'on va passer dans les numéros ici de détection à chaque fois qu'on voudra traiter quelque chose dedans. Et puis maintenant qu'on a ça, écoutez, on peut avoir des endroits où on voudra traiter les données. Et les données, c'est le structure stratégique qu'on voit ici plus haut. Donc là, on va carrément lui envoyer un getData, donc récupère-moi les données, dans lequel, pareil, on lui passe le numéro de la détection et on lui passe aussi en paramètre l'adresse ici. L'adresse des paramètres de type structure stratégie. Ce qui fait que quand on va appeler ça avec lui, là, cette adresse-là, cette fonction, s'il trouve la détection, si ça existe, il va nous retourner l'information qu'il lui connaît dans sa classe, dans cette information ici.
Donc il va carrément le sortir pour qu'après ça puisse être traité en extérieur. Et puis après avoir fait donc l'enregistrement, la lecture, il nous fait maintenant les traitements. Donc là, on va vraiment gérer les données, donc avec les deux fonctions qu'on a vues dans les commentaires. D'une part, on va vérifier la coupure des positions. Est-ce que les positions existent encore? Et si oui, on les garde, sinon on vire les données. Et puis le nettoyage des détections, c'est que si une détection, par exemple, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais si on a une nouvelle opportunité, on crée un nouveau bloc de données avec le get new détection et que cette position n'est jamais ouverte pour X raisons, à ce moment-là, on aura des données dans le tableau qui sont orphelines. Ces données, il faut les virer. Il ne faut pas, surtout qu'elles restent là pour nous polluer. Donc avec ça, on appelle carrément cette fonction. Vous voyez, il n'y a pas de paramètres ni en sortie ni en entrée. C'est un truc qu'on va appeler cycliquement. Et cette fonction va juste regarder le tableau, va vérifier si effectivement il y a quelque chose qui est mort, qui est sans lien. Et si c'est ça, on vire. Donc voilà pour le prototypage des fonctions publiques. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis les données, le tableau, tout ça. Ben écoutez, on va le créer, puisqu'on va les mettre dans les données privées. Alors pourquoi privé? Parce que ce tableau de données, il y a uniquement, je dis bien uniquement, cette classe qui va les gérer. C'est cette classe qui va créer quelque chose, c'est cette classe qui va fournir quelque chose, c'est cette classe qui va renseigner quelque chose, et c'est cette classe aussi qui va supprimer ce quelque chose. Et donc c'est dans cette classe où on va créer un tableau que je vais glisser entre les deux là, de type structure stratégie, hein, évidemment. Et c'est un tableau qui n'est pas dimensionné, puisqu'en fait on va le faire vivre, on va le faire grossir ou réduire potentiellement en fonction des données qu'on va vraiment traiter. Pareil, on doit aussi avoir un indice dans lequel on va dire, bah voilà, on est à tel ou tel niveau. Alors, on pourrait le faire naturellement avec par exemple la taille du tableau. Moi j'ai préféré l'avoir vraiment enregistré pour avoir au moins un suivi beaucoup plus propre. Du coup, c'est un entier, hein, une valeur entière, qui est l'indice de détection. Et puis comme ici, on passe la période, bon, on va l'enregistrer, hein, donc voilà, je mets, alors c'est de type enum timeframe, qui est toutes les énumérées des unités de temps de la plateforme, que ce soit MetaTrader, MetaTrader 4 ou 5, hein, c'est pareil. Et donc c'est là-dedans qu'on va enregistrer. Alors ça sera juste pour mémoriser, hein, sans plus. Alors, on va avoir, alors plus tard dans la vidéo, trois petites fonctions privées qui vont bien nous servir. Pour l'instant, je ne mets pas, on va déjà se focaliser sur ce qu'on peut voir au niveau public. Donc maintenant qu'on a fait le prototypage, on va s'attaquer à la première fonction qui est la partie config. C'est vraiment pratiquement ce qu'on a vu dans les logs et les paramètres, c'est pratiquement du copier-coller. Donc ici, on va initialiser les données avec l'objet et la création des indicateurs, donc avec les trois paramètres ici que l'on a en entrée. Et on va commencer brutalement par tout initialiser ce que l'on peut initialiser. Donc l'indice, on va commencer à 0. La période, on recopie tout simplement celle qui est en paramètre. Le nom de la stratégie, pour l'instant, c'est vide, qu'on n'a pas encore traité. Le nom, on vérifie s'il est propre. Le nom du répertoire, le nom du fichier, pareil. Pour l'instant, il est vide tant qu'on n'a pas traité ce qui est passé en paramètre. Et ici, le fameux tableau, par défaut, je le mets à vide. Donc, arrivé à ce niveau-là, on a la classe qui est initialisée, qui est tout à vide. Maintenant, je vais vous recopier un traitement qu'on a déjà vu. Franchement, je vous le dis, hein, allez revoir les vidéos qu'on a vues ou le code que vous avez fait sur les logs et les paramètres, ça va être quasiment pareil. Ici, je vais gérer la partie le nom du répertoire. Donc ici, dans une variable locale que je crée maintenant, comme ça, ce sera fait. Je remonte un petit peu pour que vous voyez tout l'ensemble. Voilà. Donc là, j'ai deux variables locales parce que je vais aussi utiliser une variable locale pour la stratégie. Mais ici, ce que je fais, je récupère ici le nom du répertoire qu'on a passé en paramètre. Ici, j'appelle la fonction qui nettoie la chaîne de caractères. Vous savez, ça vire les espaces et tous les caractères un peu bizarres qu'on a sur les côtés pour avoir un truc un peu plus propre. Et ensuite, j'appelle simplement la fonction qu'on a fait aussi qui contrôle le nom d'un répertoire. Donc je dis que je passe le nom de la chaîne de caractères qu'on a modifié, en tout cas qu'on a nettoyé, et je lui dis qu'effectivement là, true, je vous rappelle, c'est pour vérifier qu'on a bien le backslash à la fin du nom. Parce que si j'ai pas le backslash, donc c'est le séparateur de nom de répertoire, du coup, on risque de créer un fichier derrière qui va pas forcément être lu correctement. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc si jamais le résultat de cette fonction est mauvaise, je fais le log de la même façon qu'on a fait le log sur
les paramètres, je crois que c'est les paramètres ou les logs, je ne sais plus. Bref, on a fait ça, donc c'est le même log, hein, pour ainsi dire. Et puisque j'ai une erreur, bah là je retourne faux. Alors je retourne faux, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mon nom ici de folder, ici, file name, qui est vide. Et je vous rappelle, on remonte dans le prototypage, je vous rappelle qu'ici, pour savoir si la config est OK, je veux que le nom de fichier, que le file name est différent. Donc là, effectivement, j'ai eu un problème, j'ai pas initialisé, donc quelque part il sera vide, donc j'aurai l'information comme quoi cette classe est mal initialisée. Donc c'est bon, tout est bien accroché. Après avoir fait ça, ce que je fais, je vais m'attaquer maintenant au nom de la stratégie. Donc pareil, je récupère le nom passé en paramètre dans une variable locale. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là j'ai passé en constante, donc je n'ai pas le droit de le changer. Donc là, je recopie dans une variable locale le nom du paramètre, avec le nom de la stratégie qu'on aimerait avoir, et je nettoie, pareil, je vire les espaces et tout ça, tous les caractères un peu parasites. Et ici, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'enrichir aussi dans les outils. Je vais ajouter au nom de la stratégie la période. C'est-à-dire que je vais ajouter d'une part le nom du marché et la période. Ça veut dire que la stratégie, vous pourrez avec ça avoir la même stratégie qui marche sur plusieurs périodes, puisque le nom sera différent. On aura aussi une même stratégie qui marche sur plusieurs marchés. Le nom sera différent. Ça veut dire que vraiment, avec ça, on a un nom de stratégie géré par les données qui est unique. Et ce nom de stratégie est très très important parce que moi, il va me servir. Il va me servir pour générer les fichiers qui vont soit nous récupérer les données quand on ouvre le robot, ou bien les sauvegarder quand on ferme le robot. Donc de la même façon que j'ai fait pour le folder, ce que je fais, c'est que je contrôle le nom du fichier. Donc là, je ne mets pas vrai, hein, parce que ce n'est pas un répertoire, c'est vraiment un nom de fichier. Et je vérifie si effectivement il est cohérent. Si ce nom est cohérent, à ce moment-là, super. Ça veut dire que je pourrais, d'une part, j'aurai un répertoire où je pourrais stocker mes informations, et d'autre part, j'aurai vraiment quelque chose qui va permettre d'enregistrer les données dans un fichier, dans un nom qui est cohérent. Là, de la même façon, si j'ai une erreur, je retourne faux, et comme j'ai pas encore enregistré le nom du folder ici après la bidouille que j'ai fait, bah, du coup, la classe n'est toujours pas initialisée, n'est pas considérée comme étant initialisée. Ici, période toString, on va la voir tout à l'heure. Voilà. Je vais jusqu'à la fin du config et après on ira dans Tools pour créer cette fonction. Vous allez voir, c'est tout simple, hein. On passe une période, j'ai un switch case dedans et en fonction du nom de la période, bah, je sors une petite chaîne de caractères M1, M2, M1, M2, M5, H1, voilà, tout ça. C'est juste pour nommer un peu la période, mais de façon très très simpliste. Donc là, hop, on a fait la stratégie, donc on a un nom qui est cohérent, c'est bon, on peut se servir comme nom de fichier, super. Bah du coup, là, c'est super, je vais pouvoir enregistrer les données, donc le nom du répertoire, le nom du fichier, pardon, c'est filename avec le nom du répertoire plus le nom de la stratégie avec DTA, donc qui est l'extension, et le nom de la stratégie qu'on mémorise, c'est le nom de la stratégie qu'on a retravaillé, et je rajoute un petit espace-espace, parce que ça va être en fait un préfixe dans tous les messages qu'on va générer par cette classe-là. Ça c'est juste une bidouille, hein. C'est juste une bidouille pour avoir un truc un peu plus déjà préconstruit, pour dès que je fais un message ou dès que je fais quelque chose qui vient de cette stratégie, voilà, c'est déjà construit, on n'est pas embêté. Et pour l'instant, on va dire que c'est fini. Alors c'est pas vraiment fini parce que depuis tout à l'heure je vous dis qu'il y a des noms de fichiers. Vous imaginez bien que dans ce config, je vais aussi faire une fonction de lecture des données qui sont enregistrées dans ce fameux fichier des DTA là, où on a enregistré déjà les données passées. Bon, c'est l'occasion rêvée pour aller dans les tools et de créer cette fameuse petite fonction d'outillage period toString. Donc pour ça, je vais dans les tools ici. Donc je vous rappelle, on a plein de trucs dedans. Voilà, donc là on a toutes les fonctions de cette petite collection. Et bien ici on va ajouter period toString pour convertir une période de données en texte clair. Voilà, il n'y a plus qu'à aller tout à la fin du fichier. Attention, ça descend. Voilà, après le trend de toString qu'on a vu pour l'épisode précédent, et bien écoutez, on va ajouter cette petite fonction. Alors c'est une fonction que j'ai créée il y a quelques temps déjà, peut-être qu'elle n'est pas forcément très propre, ou si ça va. Alors, on retourne dans le données, regardez ce que j'ai fait. Pour une période, on a enum timeframe. Et si je vais sur l'aide en ligne, pour MT4, on va faire MT5 après. Vous voyez, on a tout ça qui va, donc ça c'est pour MT4. Mais on a aussi
des valeurs non standards pour MT4. C'est-à-dire que ça, c'est connu par MT4, et on peut travailler que avec celle-là, et on a aussi les autres ici. Celle-ci, pour MT4, c'est pas utilisable, mais pour MT5, c'est utilisable. Donc, elles existent quand même sur MT4, même si, comme ils disent, c'est des non standards. Effectivement, c'est non standard, mais ça existe dans les constantes. Donc on va pouvoir faire un code identique entre MT4 et MT5 sans forcément mettre des ifdef de underscore underscore MT4 underscore underscore pour faire des blocs de données. On fait faire un code identique entre les deux et ça va marcher très très bien. Alors la seule petite chose, tiens oui, il faut que je vous montre aussi ça. Ici, vous voyez que la valeur ici entre période M1 et la vraie valeur de l'énuméré, ça correspond au nombre de minutes. Par exemple, 5, enfin le M5, c'est du 5, le H1 pour 1 heure, c'est 60 minutes. Voilà. C'est comme ça qu'on repère en fait les valeurs. Et il y a aussi une chose qui est particulière, c'est la période courante, c'est 0. On va devoir gérer ça. Simplement, très très simplement. Si ici, le TF que je passe ici en paramètre, si c'est égal à période courante, je vais tout bêtement lire la période du marché dans laquelle le robot tourne. Et c'est cette valeur-là, donc locale, que je vais utiliser pour rechercher quelle est la vraie période actuelle. Je vous montre de suite. Donc déjà, je crée une variable locale. Ça va, c'est pas très compliqué. Et ensuite, je fais ce petit traitement. Donc, la variable locale, si le paramètre ici vaut période courant, je vais tout simplement lire la période. Et quand on fait période entre parenthèses, ça nous retourne une valeur numérique. Et cette valeur numérique, je lui dis, tu me la convertis dans le type enum timeframe. C'est un peu ridicule, je sais, c'est un peu ridicule. Pourquoi? Parce que ici, on a mis un int, ici, on a mis un int. Pourquoi on se casse les noix à mettre un enum timeframe? Puisque période entre parenthèses suffit largement. Et bien, c'est parce que j'ai fait des conneries. Voilà. C'est-à-dire que ici, le enum timeframe, j'aurais dû même le mettre ici. Voilà. Comme ça, c'est cohérent. Déjà, visuellement, c'est cohérent. On sait que c'est ce type-là, et du coup, on convertit effectivement dans ce type-là. Ce que j'avais fait, parce que c'est une vieille fonction, ça, c'est qu'au tout début, j'avais pas forcément cette rigueur dans le nommage de mes types. Et en plus, j'avais fait c'est un indicateur ou un robot, je crois, où on saisissait, enfin on laissait l'opérateur saisir sa propre période avec une valeur numérique. Et ce qui fait qu'on recevait des valeurs qui n'étaient pas du tout cohérentes. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bon là on va faire propre, allez, on va le faire propre, comme ça on n'en parlera plus. Donc du coup, ici maintenant, c'est très propre, et on récupère un LTF qui correspond soit au paramètre s'il est passé correctement, soit on récupère donc une période courant et on la convertit. Et ben après, vous allez voir, c'est bateau. Ce qu'on fait, c'est ça. Alors c'est un peu lourd, excusez-moi. Mais là, voilà, je fais un switch case, comme je dis. Le switch, c'est-à-dire que c'est du if, then, else imbriqué. Donc si ça vaut M1, période M1, le texte que je retourne, c'est M1. J'ai pas fait très compliqué. M2, alors là, vous voyez qu'il n'est pas rouge. Donc c'est blanc parce que MT4 ne les connaît pas, en tout cas, il ne peut pas les traiter directement. Donc c'est pour ça que dans le mode d'emploi, c'est indiqué. Hein, c'est indiqué que c'était bien, ça existe dans les constantes, c'est marqué, hein, ça existe dans les parties constantes, mais on peut, voilà, ce sont des constantes, mais qui sont pas standards, donc on ne peut pas les utiliser. Et du coup, ben, là on le voit. Et si vous allez sur MT5, vous verrez que tout est rouge, parce que tout est correct et on peut réellement utiliser ces timeframes. Bon là vous voyez, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, c'est M2 pour M2, M3 pour M3, etc. etc. Et important, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux passer une timeframe dans les paramètres qui est inconnu. Donc là, je retourne toujours les petits points d'interrogation parce que ça me permettra, si un jour j'utilise ça et que je mets une valeur fausse là-dedans, j'aurai une information textuelle. N'oubliez pas ça, c'est important. Bon, alors maintenant qu'on a fait config, on va s'attaquer à set data et juste après on fera set ticket. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc on descend config, on va après config et on crée donc l'entête. Donc ça enregistre les données avec les informations qui sont de la détection, donc de la stratégie. Donc ici, on a une fonction qu'on va devoir créer et qu'on va réutiliser de façon assez régulière. C'est que je vous ai expliqué qu'on avait un tableau de toutes les données. Ce tableau, il y a un indice.
Et l'indice, il est géré par la classe. C'est la classe qui gère la création d'un élément, la destruction ou l'annulation, et qui définit en fait où se trouve la donnée. Nous, ici, on parle de numéro de détection. Ici, un numéro de détection. C'est pas l'indice, non. Imaginez un peu, vous avez votre tableau qui est vide. Vous avez une détection. Vous allez créer un nouvel élément dans le tableau. Donc l'indice, il est 0. Un premier élément dans un tableau, c'est 0. Et le numéro de détection, alors soit on le commence à 0, soit on le commence à 1. Déjà là, on peut avoir une petite différence. Imaginez un petit peu cet élément, en fait, cette position n'est pas acceptée par le courtier. Donc du coup, les données de cette détection, elle est effacée. En tout cas, on l'annule. Donc le tableau est toujours avec un élément, mais dedans, on a dit que c'était inutilisé. Après, on a une nouvelle détection. Une nouvelle détection, du coup, on passe sur un n plus 1. Ça veut dire que la détection numéro 1, qui a été invalidée, maintenant on a la détection numéro 2. Et on va trouver un élément vide. Le premier est vide, puisqu'il n'a pas servi. Donc la 2 est à la position 0. Donc vous voyez, on ne peut pas dire le numéro de détection, c'est l'indice dans le tableau. Donc on va devoir faire une fonction qui va rechercher dans le tableau par rapport, alors soit une détection ou peut-être un ticket, ce qu'on va voir tout à l'heure, on va devoir rechercher dans le tableau où se trouve l'information ou l'information libre dans ce tableau. Donc je vous spoil un peu ce qu'on va faire. On crée une variable locale et dans cette variable locale, on va récupérer le résultat d'une fonction qu'on va créer juste après qui est de retrouver l'indice par rapport à une détection. Donc là, écoutez, je vais déjà fermer la parenthèse pour être tranquille et on va aller dans les fonctions privées. Donc on va aller dans l'entête du voilà ici et dans les fonctions privées, on va créer ce genre de fonction. Donc on va la mettre là. Donc c'est bien indice avec détection où on passe la détection et on récupère un entier qui est l'indice dans le tableau. Donc maintenant qu'on a créé le prototypage de la fonction, on va tout en bas et on va créer la fonction, dans la zone privée évidemment. Alors vous allez voir que c'est une fonction qui est assez simple. Donc alors elle sert à quoi déjà? Elle sert à chercher l'indice de la donnée avec un numéro de détection. Bon, ça ok, le nom l'indique aussi. Dans lequel on a une entrée, c'est l'identification de la détection et la sortie, c'est soit j'ai l'indice de la donnée ou j'ai -1 parce qu'on peut toujours arriver à chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc je veux avoir une information qui dit par exemple invalide. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais très simple. Je vais scanner le tableau de toutes les données jusqu'à trouver éventuellement celle qui m'intéresse. Donc là, je crée une variable locale qui va me servir de recherche, d'indice de recherche dans le tableau, et je fais une boucle ici qui va donc de 0, qui est le premier indice du tableau, jusqu'à la taille maximum de tous les indices contenus dans le tableau. Et là, ça va être très très simple. Je vais faire un test. Je regarde est-ce que le numéro de détection est le numéro de détection qui est écrit dans le tableau. Je teste le paramètre qu'on a ici en entrée avec la donnée de mon tableau par rapport à l'indice et le champ numéro de détection. Et si c'est le même, je retourne tout bêtement l'indice du tableau actuel. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait toute la boucle? J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé. Et simplement, je vais faire un retour à -1 à la fin de la fonction. Parce que ça veut dire que si je suis arrivé à la fin de la boucle, c'est que j'ai pas trouvé l'information dans le tableau. Donc là, ce que je fais tout simplement, je finis la boucle et je fais un retour -1 à la fin parce que voilà, j'ai rien trouvé. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors on pourrait faire comme ça des recherches, par exemple avec le numéro du ticket, on pourrait faire des recherches par rapport à des prix, par rapport à des niveaux, par rapport à des validités, par rapport à plein d'informations. Bon, là, j'ai fait que celui-ci, mais après, vous pouvez reprendre cet exemple et puis faire le type de recherche que vous voulez derrière. Voilà, bon, ça, c'est une petite interlude, hein. On a fait un petit truc sympa. Maintenant, on va remonter dans la partie set data et on va compléter. Alors, donc ici, j'ai récupéré un indice. J'ai l'indice qui correspond aux données en lien avec le i détection qu'on a en entrée. Maintenant, ici, deux choses. Soit j'ai un indice qui est positif, donc qui est supérieur ou égal à 0. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a trouvé la donnée, ou bien c'est -1. Si c'est -1, je ne vais pas faire grand-chose. Donc déjà, on va commencer par partir du principe qu'on a trouvé un indice. Donc, je vérifie, est-ce que l'indice est supérieur ou égal à 0?
Si c'est supérieur ou égal à 0, à ce moment-là, dans le tableau ici, dans la détection, j'écris tous les paramètres ici. Alors l'avantage du langage MQL4 et MQL5, c'est que le fait de faire ça, ça va copier l'intégralité de la structure. Il y a d'autres langages en C, entre autres, et puis même le C++ aussi, où en fait, quand on fait des copies d'éléments un peu compliqués, comme des structures, on doit faire un même copie. Enfin, c'est un peu plus lourdingue. Là, ce langage est assez simplifié, donc ça nous aide, hein. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Donc, quand on a recopié les données dans le tableau, on retourne vrai puisque on a fait ce qu'il fallait, le résultat est correct. C'est le booléen qui est ici, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais rajouter, parce que là, dans les sorties, on a mis known pour la sortie. En fait, c'est faux, c'est vrai si la détection a été trouvée. Voilà, comme ça, au moins, on est clair. Donc ça, on l'a fait parce qu'on avait trouvé la donnée, on avait trouvé où ranger la donnée, donc ça c'est bon. Et maintenant, si jamais ça se passe mal, on va tout simplement, et vraiment le plus simplement possible, on va faire un petit message avec un warning. Je vous rappelle les différentes règles. On a 4 niveaux de log. On a le debug, c'est pour tout ce qui nous aide éventuellement, nous développeurs, à mettre au point notre application. On a les infos, c'est purement des choses qui n'ont aucun impact dans le fonctionnement du robot, c'est juste pour informer, comme son nom l'indique. Le warning, c'est quand on a une fonction qui n'est pas réalisable, donc on avertit, attention, là on n'a pas pu faire ce que l'on voulait faire. Et le alerte, ou l'erreur en fait, l'erreur c'est qu'on a vraiment un traitement qui peut mettre à mal le fonctionnement du robot. Voilà, c'est 4 niveaux d'information dans les logs. Donc là, c'est un warning, ça veut dire qu'on n'a pas pu réaliser une information, mais qui pose pas de problème. Voilà, on a juste l'information qu'on voulait écrire à un endroit qui n'existe pas, donc on n'a rien fait. Je donne toujours le nom de la stratégie, parce que on peut avoir plusieurs stratégies. La détection numéro, je donne le numéro de la détection, n'oubliez pas, c'est un entier, et ça c'est une chaîne de caractères. Donc on doit convertir avec integer to string. Sinon vous allez avoir un warning, c'est pas propre. Et puis on dit donc la détection est introuvable, et puis on donne toujours le nom de la fonction dans laquelle on se trouve avec ce message. Et bien sûr, puisqu'on n'a pas réussi à réaliser le setData, on retourne faux. De toute façon, si vous ne le mettez pas, il va vous engueuler le compilateur. Parce que là, le fait d'avoir bool, on est obligé de sortir une information booléenne. Donc soit le true qui est ici, quand ça se passe bien, ou le faux ici. Et là, on a couvert tous les différents cas de sortie. J'ouvre une petite parenthèse. Normalement, on ne fait pas ce genre de code. Voilà. Normalement, alors dans les logiciels un peu plus évolués, un peu plus techniques et surtout sécuritaires, une fonction a une seule entrée. On peut rentrer dans une fonction que par l'entrée, c'est pas mal. Par contre, on peut faire des sorties à tous les endroits possibles. Et normalement, on devrait avoir une seule et unique sortie à la fin. Une seule et unique sortie. Comme ça, on n'a pas à s'emmerder à réfléchir, parce que là, ça va, elles sont faciles, les fonctions, elles sont courtes. Mais si vous avez des fonctions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes au niveau de l'écriture, avec des sorties un peu partout, vous devrez vraiment être sûr de toutes les branches possibles de votre code pour être sûr que ça sort et qu'il n'y ait jamais un problème de sortie sans résultat. Donc normalement, on devrait avoir une seule et unique sortie. Bon là, je ne le fais pas parce que les fonctions que je fais sont assez courtes, mais voilà, je vous le dis quand même. Bon, maintenant qu'on a fait le setData, rappelez-vous, on a une autre fonction qui s'appelle setTicket. Alors, regardez bien, vous allez voir, c'est une grosse similitude. Le paramètre d'entrée, c'est la détection, et après, c'est juste une donnée différente à écrire dedans. Donc oui, le code va être quasiment pareil. Donc je descends. Donc cette data, c'est ici. Donc là, je vais créer l'entête de cette ticket. Donc enregistre le ticket en lien avec la détection. On rentre le numéro de la détection et l'identifiant du ticket. Et puis on sort vrai si la détection a été trouvée. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vais même quasiment reprendre je vais tout reprendre en fait, voilà. Allez, comme ça, je vous montre qu'on peut faire du copier-coller sur ça. Ça pose aucun problème. Donc là, on va chercher l'indice de la détection, comme on a vu tout à l'heure. Et si c'est supérieur, alors là, on ne va pas faire ça évidemment, puisque là, on va enregistrer que le numéro du ticket. Donc on fait toujours le tableau par rapport à l'indice, le champ nos tickets, enfin numéro ticket, et on enregistre le ticket qui est passé en paramètre. Et c'est tout. Et le message d'erreur est le même. Donc c'est exactement pareil.
Maintenant, on va faire une autre fonction qui est extrêmement importante parce que notre tableau, au début, il est tout vide. Et en fait, quand on crée une nouvelle détection, enfin quand on a une nouvelle détection et qu'on veut créer cet enregistrement, cette donnée qui va avec, on doit chercher où est l'indice qui nous intéresse. Où est l'indice où, alors soit il est créé, soit il est déjà existant, il est vide et on va prendre la place. Donc ça, on a une fonction qui va le faire. Je vous le montre dans le prototypage. C'est le getNewDetection. Vous voyez, il n'y a aucun paramètre en entrée. Par contre, en sortie, on a une valeur et c'est le numéro de la détection. C'est bien une nouvelle détection. Donc pour ça, on descend, on va après le setTicket et on va créer notre fonction de recherche de nouvelles détections. Donc getNewDetection, ça recherche et ça crée un espace pour une nouvelle détection. Pas d'entrée, et la sortie, c'est le numéro de la détection, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bien là, écoutez, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a fait juste avant. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait, on va scanner le tableau jusqu'à la fin, et si on trouve un espace vide, à ce moment-là, on le réutilise. Alors un espace vide, c'est par exemple quand le numéro de la détection est égal à 0. C'est comme ça qu'on va repérer. Si un numéro est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de détection. Et dès que c'est au-dessus de 0, donc voilà, c'est une détection qui était valide, qui est enregistrée et qui est utilisée. Donc là, on va scanner, et puis si jamais on ne trouve pas dans tout le scan d'emplacement vide, on va créer un nouvel élément et on dira que maintenant c'est ici. Donc comme les autres fonctions, on a une variable locale et on boucle sur l'ensemble du tableau. Et là, on va faire simple, on va faire la recherche du numéro de détection. Et si c'est égal à 0, à ce moment-là, on coupe la boucle en fait. Ça veut dire que on sort de la boucle là où on est. Ça veut dire que l'indice va représenter l'endroit dans le tableau où un emplacement est vide et on va pouvoir renseigner tout ce qu'on veut dedans. Maintenant, que se passe-t-il si on a scanné tout le tableau et qu'on n'a rien trouvé? On n'a vu aucune détection à 0. Eh bien, c'est simple. Soit le tableau est vide, est vraiment vide. Ça veut dire que l'indice vaut 0, parce qu'on n'est jamais passé dans la boucle. Donc, au cas où le tableau est vide, on a une sortie à 0, avec une taille de tableau à 0. Imaginons maintenant qu'on ait un élément et que cet élément est renseigné. Donc, on va commencer avec l'indice 0. Ok, on vérifie l'indice 0, on regarde, c'est pas vide. Donc, on fait plus 1. On va à la suite, on regarde, est-ce que cette condition est vraie? Ben non, puisque l'indice vaut 1 et la taille de tableau est de 1. Donc 1, c'est égal à 1, c'est pas inférieur. Donc on va sortir et l'indice vaut combien? Eh bien, il vaut 1. Et c'est quoi 1? Ben 1, c'est le nombre d'éléments du tableau. Donc, avec ces deux exemples-là, je peux vous dire que en sortie, si on n'a pas trouvé d'emplacement vide, la valeur de l'indice représente la taille du tableau global. Et ça va nous aider. Parce que si on arrive là et que l'indice est égal à la taille du tableau, eh ben ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un nouvel élément dans le tableau. Et je le fais grâce à cette ligne-là. Alors array resize, je retaille le tableau. Je recrée un élément, j'ajoute un ou n éléments dans le tableau. Donc je passe ça, je dis de quel tableau ça concerne, donc c'est bien le fameux tableau des détections, et je lui dis le nombre, maintenant la nouvelle taille. Alors là on peut le réduire, on peut l'augmenter vraiment de ce que l'on veut. Là ce que je fais, c'est que je prends l'indice courant, je reprends l'exemple, le tableau est vide, donc l'indice il vaut 0. 0 plus 1, je vous le fais pas, mais bon, vous apprenez un truc, ça fait 1. Ouais, c'est un truc de dingue. Donc 1, je retaille mon tableau avec un élément. Donc il va me créer un élément. Si c'était 2, il m'aurait fait 3 éléments, évidemment, vous avez compris un peu le système. Donc ça veut dire qu'à la sortie, là, sur cette ligne-là, qu'est-ce que j'ai? Soit j'ai l'indice qui pointe sur mon élément, ou alors j'ai un tableau qui a été augmenté. Si je reprends l'exemple, j'avais un tableau vide, mon indice valait 0, je crée un tableau avec 0 plus 1, donc avec un élément. Que vaut mon indice? Il vaut toujours 0. Et 0, c'est l'indice de l'élément que je viens de créer, puisqu'un tableau commence toujours à l'indice 0. Je vous le refais. Moi, je me suis trompé au début, donc je vois pas de raison pourquoi vous ne le feriez pas non plus. J'ai un tableau de 2 éléments. 2 éléments dans un tableau, c'est l'indice 0, l'indice 1. J'arrive à la fin, j'ai rien trouvé, donc il a fait le 0, il a rien vu. Le 1, il a rien vu, je suis à l'indice 2. L'indice 2 n'existe pas. Je crée une taille de tableau de 2 plus 1, donc de 3 éléments. Je pointe naturellement sur le troisième qui a été créé. Ça veut dire que ici, j'ai
toujours ma valeur de L-indice qui pointe sur l'élément que je vais utiliser. C'est automatique. Donc puisque cet élément, maintenant, je suis sûr et certain qu'il existe, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'effacer. Je vais mettre à zéro l'intégralité de l'élément que je viens de créer ou que je viens de trouver. Maintenant que j'ai fait ça, mon numéro de détection, il faut que je l'incrémente. Par défaut, il vaut 0. Dans le config, on l'a mis à 0. Là, je vais faire du plus 1. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai un numéro de détection que je connais et il est plus 1. Pour associer l'élément que je viens de créer dans mon tableau à ce numéro de détection, il faut bien que je l'enregistre. Du coup, dans le champ numéro détection, je lui mets le numéro d'indice. Comme ça, si jamais je recherche cet élément de tableau que j'ai créé, je le ferai par le numéro d'indice. Donc du coup, c'est très bon, je l'ai. Et évidemment, ce numéro de détection, donc je le sors. Et là, j'ai fait mon système qui va créer un nouvel élément dans le tableau. Ce système-là de recherche et d'incrément, tout ça, vous pouvez le réutiliser dans n'importe quel système, ça marche toujours. Donc là, on a fait tous les systèmes pour obtenir un nouvel espace de données. On a fait les deux fonctions pour remplir cet espace. Il nous reste une fonction intéressante, c'est de récupérer les données de cet espace. Donc pour ça, je vous le remonte dans le prototypage, c'est la fonction qu'on appelle getData. Voilà. Alors regardez bien getData et setData, vous allez voir une légère similitude. C'est qu'en fait, on rentre la détection, puisque c'est l'information clé qui va nous permettre de trouver les données. Et ici, je rentrais la valeur avec une adresse, mais bon, c'est une valeur qui est non modifiable. Ici, je vais sortir une valeur. Donc je lui donne l'adresse ici. L'adresse de la donnée que qu'on va récupérer et dans laquelle on va l'enregistrer. Donc on va après le getNewDetection, on descend, et ici je vais créer l'entête. Donc on lit les données avec le numéro de détection qui est passé en paramètre. Pas de problème. En entrée, on a l'identifiant de la détection, et en sortie, alors d'une part, ici j'ai un booléen qui va m'indiquer si oui ou non je l'ai trouvé, quand même, ça faut l'information. Et puis sinon, la donnée que j'ai lue, les données que j'ai lues sont passées dans ici le iParam. Donc là, je ne vais pas vous faire l'affront de tout redétailler. On va faire un système très rapide. J'ai l'indice de mon tableau. Je vais scanner, je vais récupérer l'indice par rapport au numéro de la détection. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est bon. Et si l'indice est trouvé, à ce moment-là, ce que je fais, là, je récupère dans le paramètre ici les données du tableau, tout simplement. Et bien sûr, si je n'ai pas trouvé, je donne le nom de la stratégie, le numéro de la détection, et je dis que c'est introuvable. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, c'est tout à fait le setData. La seule chose, c'est qu'ici, j'ai inversé les deux éléments. Bon, le 27 est fini, ok, c'était plus ou moins rapide, malgré tout. La prochaine fois, bien sûr c'est le 28, vous vous en doutez, on va terminer ce bloc de données, et on va avoir tout un système qui va donc, d'une part, gérer les données, entrée, sortie, pilotage avec la stratégie et le robot, et on va aussi surtout avoir un système qui va mémoriser, donc qui va sauvegarder les données, et qui va les relire derrière. Vous allez voir que c'est vraiment super sympa. D'ici là, plusieurs choses. Ouais, tiens, justement, justement, allez-y, levez le pouce, l'abonnement, allez-y, parce que là, on est quasiment à la fin, on est à 90% de la finition du robot, donc c'est l'occasion de vous abonner pour voir ça. Après, je vais m'atteler déjà sur mon robot, parce que là, j'ai mis beaucoup de choses en pause dans mes activités pour justement vous faire les vidéos. Je vais expliquer ce que je fais pour mon robot, parce que l'objectif, c'est quand même de passer sur Darwin. Je vous rappelle que moi, mon objectif, c'est d'ouvrir un compte DarwinX, parce que voilà, je suis copain avec eux, et puis j'ai pas encore de compte chez eux, c'est un peu couillon. Donc moi, je vais faire mon robot qui va tourner chez DarwinX 0. Donc voilà, c'est le projet. Donc comme je vous ai dit, l'abonnement, c'est important. Ensuite, moi, je vais faire des analyses de stratégie, je vais vous faire différents trucs qui vont arriver derrière. Vous avez aussi le site internet. Le site internet, vous avez tous les sources qui sont téléchargeables. Vous avez aussi différents trucs, des indicateurs que j'ai créés, que je mets en ligne. Vous avez aussi une formation pour ceux qui débutent. Vous avez aussi une formation sur Udemy d'ailleurs. J'ai des projets de formation, mais j'ai pas le temps. C'est dur, c'est dur. Bon, en tout cas, allez, d'ici là, si vous êtes sur les marchés,
N'oubliez pas, faites gaffe à vous, faites gaffe sur les marchés. Le 28 bientôt, et puis nous, on se dit à très bientôt.